Bonjour, alors je te souhaite la bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, on va dire, d'accueillir Mike, qui… Hello à Hello toutes et à Mike. tous. Mike, le dragueur de Paris, hein, c'est comme ça que tu te fais appeler et c'est comme ça aussi C'est que le nom du site aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi le nom de ton site. Donc, de toute façon, je mettrai toutes les références pour les personnes qui veulent aussi ensuite aller voir ce que tu fais plus en détail. Donc, Mike, aujourd'hui, on va aborder une thématique qui nous plaît d'ailleurs tous les deux. C'est une thématique, ça va être une grande première pour nous deux aussi en termes d'interaction là-dessus. Et cette thématique, c'est les secrets pour qu'un homme vous rappelle et le garder pendant des années sans risque d'être trompé. Alors, j'ai bien aimé aussi, tu vois, quand on avait fait cette proposition, sans risque d'être trompé. Tu vois, c'est pas juste le garder, mais c'est qu'il y a aussi cette notion de fidélité, en fait, que je trouve aussi intéressante, que j'ai déjà abordée plusieurs fois aussi par rapport à ma thématique de couple. Donc, avant de te poser des questions et qu'on échange là-dessus, Mike, je te propose juste de pouvoir prendre la parole pour te présenter. Oui, tout à fait. Merci Aurélie. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Mike, alias le dragueur de Paris, du site du même nom, donc dragueurdeparis.com. Et je me surnomme l'ingénieur des rencontres en ligne, tout simplement parce que je suis spécialisé dans les applications de rencontres, donc Tinder, Adopt a Mec, Bumble, Appen et compagnie. Et j'aide des hommes qui sont célibataires et qui subissent le célibat à faire des rencontres qu'ils estiment méritées. Je les aide à se valoriser. Je leur apprends à faire des rencontres grâce à ces merveilleux outils que sont les applications de rencontres, qui sont des outils sous-estimés malheureusement. Quand c'est bien s'en servir, c'est un très très bon vecteur de rencontre. Et je suis aussi connu parce que je suis l'homme qui dit crûment les vérités. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez direct, d'assez cash. C'est aussi ce qui me démarque de la plupart des personnes sur ma thématique, puisque j'aime bien dire crûment certaines vérités qu'on ne dit pas forcément dans ce milieu. Mm. Et tu sais que c'est vraiment très drôle parce que toi, tu es réputé pour être très cru et très direct dans tes propos, alors que moi, dans ma réputation, j'ai plutôt l'art d'amener les choses avec bienveillance et délicatesse. Donc c'est vraiment très drôle parce qu'en termes de présentation, on pourrait dire qu'on est opposés tous les deux. Ouais, opposé mais complémentaire. J'ai déjà Opposés, ouais. travaillé avec des personnes qui sont comme toi. Et puis ensuite, les personnes ont des recherches différentes. Il y en a qui aiment bien qu'on leur dise la vérité de manière crue. Et il y en a qui préfèrent qu'on prenne des petits détours, pas aller trop fort, etc. J'en connais, hein. J'ai déjà rencontré des personnes ou même des clients potentiels qui n'étaient pas fans de cette approche. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu es spécialisé aujourd'hui dans vraiment les sites de rencontres. C'est bien ça? C'est vraiment ta Oui, spécialité? Ok. Et donc, c'est. Oui, vas-y. j'allais dire, bah, c'est pour ça aussi qu'on avait choisi cette thématique. En tout cas, la première partie du titre, c'était les secrets pour qu'un homme vous rappelle. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement sur comment ça se passe pour toi et pour tes coachés, les sites de rencontres? Quels sont on va dire, les petits conseils que tu pourrais donner pour que justement on puisse faire une rencontre ou des rencontres qui matchent bien aussi sur Tinder ou ailleurs, parce que moi aujourd'hui j'ai des femmes de ma communauté qui sont en couple et je les coach pour qu'elles puissent harmoniser leur relation de couple, mais j'ai aussi des femmes qui font appel à moi souvent pour faire un travail sur elles et qu'elles puissent rencontrer la bonne personne. Et donc il y en a beaucoup aujourd'hui qui se rencontrent via les sites de rencontres, mais il y a quand même des subtilités aussi, je suppose, pour ne pas tomber, on va dire, entre guillemets, sur n'importe qui et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait des filtres qui fassent que ça matche peut-être plus facilement ou plus rapidement. Ouais, alors il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais on va essayer de faire dans l'ordre. Donc, je vais commencer par une première partie d'abord au niveau des applications. Donc, déjà, il faut comprendre. Là, je vais surtout m'adresser à la partie féminine de ton audience, puisque j'imagine qu'on sera essentiellement écouté par des femmes. Exact. Ce que j'ai remarqué, et par exemple, la dernière personne, la dernière femme que j'ai fréquentée m'en a donné la confirmation. Il y a énormément de femmes qui n'ont pas conscience à quel point c'est difficile pour un homme de se démarquer,
sur les applications de rencontre, mais aussi de manière générale, et de tous les efforts que ça demande. Beaucoup de femmes n'en ont pas conscience. Mais c'est simplement le marché. Bon, je vais parler de marché, même si c'est péjoratif, mais Oui. c'est comme ça qu'on désigne. Le marché des rencontres en ligne, c'est un marché qui reste de toute façon différemment perçu entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'offre et la demande fait que pour les hommes, c'est toujours un petit peu la bataille pour avoir l'attention d'une fille. Et quand tu es une fille et que tu es sur une application de rencontre, tu n'as pas grand-chose à faire. Naturellement, il y a des dizaines de mecs qui vont venir te parler. Tu n'as pas grand-chose à faire sur ça. J'ai déjà fait des expériences avec des faux profils de femmes. Tiens-toi bien, même avec des photos j'ai fait exprès. Une fois, je suis allé chercher sur Internet les photos de la femme la plus horrible du monde. J'ai tapé Ugly Woman, j'ai pris une photo comme ça, je l'ai mise. Et je te jure, dans la journée, j'avais 100 matchs quand même en attente, ça n'arrêtait pas. Donc en fait, quel que soit le physique de la nana, tu es en permanence surchargé de propositions. Ce qui n'est pas le cas des mecs. Et c'est valable partout, hein. C'est dans la rue, en boîte de nuit également. Donc c'est pour ça que les clients qui sont masculins, puisque je ne coach que des hommes, les clients masculins que j'accompagne, le travail qu'on fait, c'est de les valoriser. Les valoriser pour être au-dessus de la moyenne et pour mieux capter l'attention des femmes et aussi pour leur donner le choix. Parce que le problème d'un homme qui n'a pas le choix, c'est qu'il va dire oui à la première qui va lui dire oui. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle des relations par défaut. Et le travail que je fais, comme je le disais, c'est je leur apprends à avoir le choix pour qu'ils puissent choisir les femmes, soit avec qui ils vont s'amuser ou soit avec qui ils vont se mettre en couple. Ce que je pense, c'est quelque chose que chaque homme devrait faire. Et ça, c'est un travail spécifiquement pour les hommes. Pour les femmes, c'est un travail différent. Pour les femmes, ce n'est pas un travail de valorisation que tu vas faire parce que CF, l'expérience dont je viens de te parler, tu n'as pas grand-chose à faire pour avoir constamment des propositions. Même la femme la plus moche du monde, tu l'emmènes en boîte de nuit, elle va toujours se faire draguer par quelqu'un. Donc là n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt pour garder un homme. Et ça, je m'en suis rendu compte dans les heures de discussion que j'ai pu avoir avec des femmes, mais aussi avec les femmes qui ont partagé ma vie. Je me suis rendu compte que en fait, la plupart des femmes n'ont pas vraiment conscience des raisons qui font qu'un mec ne les rappelle pas, ne veulent pas se mettre en couple avec, etc. Et c'est comme ça qu'on atterrit à des discours où les femmes vont utiliser des termes extrêmement pompeux comme ouais, c'est un pervers narcissique, ouais, il m'a menti, ouais, il s'est moqué de moi, machin. Et la vision simpliste de ce que je voudrais apprendre à ces femmes-là, c'est une fois j'en parlais avec ma meilleure amie, je dis toujours aux femmes, c'est aucun homme ne prévoit à l'avance de disparaître après avoir couché avec toi. Un homme qui disparaît après l'acte sexuel, parce qu'en général c'est à ce moment-là, il y a toujours une raison. Parce que si tu te mets à la place d'un mec, tu tombes sur une nana qui est bien dans sa vie, qui fait un métier cool, qui a de l'ambition, qui sait prendre soin d'elle, qui a beaucoup de qualités. Tu crois vraiment que le mec il va se barrer? Ben non. S'il se barre, c'est qu'il y a une raison. Après, c'est pas forcément de la faute de la femme, ça peut être aussi des différences de recherche, ça peut être aussi des différences olfactives, ça j'en parlerai parce que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une raison. Simplement, la raison, c'est soit tu la connais, soit tu la connais pas. Et en général, quand on ne connaît pas la raison, on va dire ah, il m'a menti, c'est un pervers narcissique, etc. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ce radar dans la tête, c'est-à-dire dès qu'une femme me dit ah, mon mec, j'ai quitté parce que c'est un pervers narcissique, là, dans ma tête, je me dis oula, alarme, c'est quelqu'un qui met la faute sur l'autre et qui n'a pas compris les raisons de la séparation. Donc tu vois, entre les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait tout à fait la même chose. Ouais, bah après, La là, problématique, pardon. Oui, vas-y. c'est parce que j'allais dire, là, c'est vrai que il y a vraiment, on rentre dans vraiment plusieurs thématiques où on pourrait à chaque fois faire une interview pour explorer tout ça, parce que c'est sûr que le terme pervers narcissique, c'est un terme qui a été ultra utilisé pour des fois juste dire que le mec, en fait, c'était juste un con, c'était juste un connard, tu vois, j'en sais rien. Et puis, parce que le terme vraiment pervers narcissique, quand on fait vraiment, en tout cas quand on prend ce terme-là, il y a vraiment une problématique derrière. Et c'est vrai que des fois, ça peut être utilisé à tort. Après, moi, tu vois, il y a deux choses qui me viennent. C'est que toi qui es spécialiste déjà des sites de rencontres, pour moi, il y a deux choses qui me viennent. C'est déjà en tant que femme, je me dis,
soit tu as envie de t'amuser, soit tu as envie de rencontrer la bonne personne. Soit tu fais les deux en même temps. Donc, une nana qui a envie de s'amuser, eh ben, écoute, elle va pouvoir matcher avec des mecs. Je me dis, en tout cas, je me dis, si je me mets à leur place, sans trop se prendre la tête à partir du moment où ça matche bien. Et il y a aussi les femmes qui ont envie de rencontrer pas des hommes, mais un homme. Et donc, comment tu peux faire la différence? Parce que quelqu'un qui a envie de se poser, qui a envie de rencontrer la bonne personne, comment tu peux savoir en avance ou qu'à mettre des filtres pour éviter de tomber sur quelqu'un qui a juste envie d'un plan cul? Ben, si tu veux, déjà, et en tant que mec, je suis bien placé pour le savoir, déjà, si je peux donner un conseil, c'est une mauvaise idée de crier à la terre entière et de crier partout que tu cherches du sérieux. Pourquoi? Parce que quand une femme parle à un mec et que, en général, dans les 10 premières phrases, elle dit ah, moi, je cherche du sérieux, comment c'est interprété en face? Le mec, il se dit ah ouais, mais elle a déjà déterminé à l'avance tout ce qu'elle veut. Et comment dire, ça donne un peu l'impression d'un jeu faussé. On perd ce jeu de la séduction et la personne te dévoile tout de suite ses intentions. Et moi, ce que je dis toujours, c'est il ne faut pas être en recherche spécifiquement de quelque chose parce qu'une relation sérieuse, ça se fait naturellement quand tu tombes avec la bonne personne. Par contre, ça fait fuir des mecs quand d'emblée tu dis moi, je veux que du sérieux et pas autre chose. Parce que, Ok. sous-entendu, le mec va se dire ok, elle va me faire attendre 10 rendez-vous avant de coucher avec moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est souvent ça les femmes que tu rencontres qui tiennent ce discours-là, en général, elles vont te faire poireauter sous l'égide de moi, je cherche du sérieux, moi, je suis plus là pour m'amuser, etc., etc. Mais du coup, tu perds toute l'essence du jeu de la séduction, tu perds tout le mystère qu'il y a derrière, tu perds toute la partie imprévue qui fait que la séduction est quelque chose d'excitant. Et en fait, ça fait que bah, tu n'as pas vraiment envie, en fait. Et Hmm. dans ma vie personnelle, j'ai également vérifié 100% des meilleures relations que j'ai eues dans ma vie, c'était pas prévu au départ. C'est pas quelque chose qui a été prévu. Et je termine aussi sur cette partie avec là, c'est une phrase que m'a dit ma meilleure amie et celle-là, ça m'a marqué parce que je la trouve très très vraie. Elle m'a dit toute histoire commence par un plan cul. Elle a totalement raison. Pourquoi elle a dit ça? Tout simplement parce que tu ne décides pas à l'avance si un tel ou un tel va donner une histoire de sérieux ou pas. C'est même plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu vas parler avec quelqu'un et en général, après un certain temps, tu vas te rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. En général, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, le conseil que je recommande, et je donne exactement le même conseil à mes clients, si tu as envie de te poser, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est garder dans un coin de ta tête cette attention. C'est-à-dire, idéalement, je voudrais me poser, mais par contre, tu vas rien changer à ton mode opératoire. Tu vas vivre ta vie comme tu la vis normalement. Tu vas faire tes rencontres comme tu les fais normalement. Tu vas pas te restreindre sous prétexte que tu cherches du sérieux. C'est-à-dire, par exemple, tu fais un date avec une nana ou par exemple, là, en ce moment, on est en plein été au moment où on enregistre cette interview. Tu fais classique bouteille de rosé en bord de Seine. Au bout de 2 heures, tu te roules des pelles, c'est cool. Et si tu te sens excité et que tu en as envie sur le moment, tu peux tout à fait proposer à la nana d'aller chez toi ou d'aller chez elle. Si elle a envie, elle va dire oui. Et si c'est bien, bah, tu vas la revoir, la personne. C'est logique. Hmm. Si c'est pas bien, l'autre, tu vas pas la revoir, ce qui est logique aussi. Ouais, et tu sais que justement, ça soulève une question que j'avais déjà posée à un autre mec, mais je te la pose à toi aussi parce que j'aimerais bien avoir ta version. C'est est-ce que du coup c'est vraiment nécessaire? Parce que ça, c'est un truc, tu vois, moi je ne pouvais pas comprendre, j'avais besoin de l'explication d'un homme pour ça. Euh, le côté justement faire attendre le gars pour vérifier que justement c'est du sérieux et que c'est pas juste une histoire de cul. Donc est-ce que la stratégie de faire attendre, ça change quoi que ce soit? Alors, le problème avec la stratégie de faire attendre, c'est que tu risques, ça c'est une invention que j'ai fait, tu risques de te prendre l'effet tout ça pour ça. Parce que ça, c'est quelque chose dont beaucoup de femmes n'ont pas conscience et ça renvoie à ce que je te disais au début de l'interview.
beaucoup de femmes n'ont pas conscience à quel point ça demande beaucoup d'efforts pour un mec de rencontrer une femme. Parce que quand tu es une femme, tu n'as pas grand-chose à faire, tu as tout le temps des propositions. Mhm. Sauf que côté masculin, ça demande des efforts. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais attendre 3, 4, 5, 6 rendez-vous avant de passer la nuit avec le mec? C'est que plus tu le fais attendre et plus tu as intérêt à assurer derrière, parce qu'à la fin, ça va être l'effet tout ça pour ça. Et là, le mec, il est déçu. Et après, ça peut être très très bien. Et là, c'est réussi. Mais si tu fais poireauter le mec, tu as intérêt à être sûr de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que, en fait, c'est exemple de ma meilleure amie parce que elle m'a appris beaucoup de choses, cette femme. Elle, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Ma meilleure amie, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez timide, mais qui a très confiance en elle sur ses capacités à donner du plaisir à un homme. Elle sait exactement comment le faire, elle sait comment fonctionnent les hommes, etc. Et elle se met aucune barrière à ce niveau-là. C'est-à-dire, si c'est le premier soir, c'est le premier soir. Si c'est le deuxième, c'est le deuxième. Et comme elle connaît très bien les mecs, comme elle sait très bien ce qui leur fait plaisir, et ben elle le fait. Et en fait, elle rend les mecs accros. Et du coup, ce qui se passe, c'est après, même si c'est le premier ou le deuxième rendez-vous, le mec, il a envie de la revoir, en fait. Donc, pour moi, c'est une grosse erreur de se mettre cette barrière et de faire volontairement attendre. Pour moi, il faut avant tout travailler sur sa confiance en soi. Et ça, on en reparlera parce que j'ai pas mal d'anecdotes sur ça. C'est-à-dire, en tant qu'homme, on ne cherche pas une femme parfaite. Je pourrais approfondir si tu veux après. Ce qui m'était arrivé, c'était quand? C'était il y a 2 mois, par exemple. Il y a 2 femmes avec qui j'avais couché le premier soir. Il y en avait une qui était très très bien, tout ce que tu veux, mais qui était relativement passive et qui n'avait pas hyper confiance en elle. Et il y en avait une Mhm. autre qui avait des kilos en trop, qui n'était pas parfaite. Mais par contre, elle avait beaucoup plus confiance en elle et surtout, elle s'assumait complètement. Elle assumait à 200% qui elle était et ce qu'elle faisait. Et bien, qui j'ai choisi de revoir? J'ai revu la deuxième. Ok, donc là, tu viens de me donner déjà, en tout cas, tu viens de nous donner un critère qui pourrait faire qu'un homme rappelle et a envie de rester. Bah, y en aurait plein, mais comment dire? Déjà, oui, le conseil de base que je peux donner, c'est pas de se mettre de barrière par rapport à ça. C'est-à-dire, si sur le moment, tu en as envie, fais-le. Ne coupe pas court à la montée en température sous prétexte que ah mais non, moi je cherche du sérieux, c'est fini de rigoler, moi j'ai fini de m'amuser. Parce que là, Oui. tu mets une cassure dans l'ascension et en tant que femme, tu peux penser que le mec va apprécier parce qu'il va se dire ah ouais, elle c'est une fille bien qui fait attendre machin. Sauf que en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, parce que tu vois, moi, la chose qui me vient quand tu dis ça, c'est que au-delà du fait de vouloir faire attendre, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur aussi, tu vois, en couchant le premier soir, en voulant se lâcher, une peur aussi du jugement de l'autre, de passer pour une fille facile, de passer pour une salope, tu vois, en tant que femme, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peurs. Moi, en tout cas, c'était des peurs que j'avais pas mal avant aussi. La peur du jugement des hommes, tout simplement, en fait. Ouais, bah pour faire ça, c'est très simple. C'est effectivement l'autre extrême, c'est pas d'aller coucher dans la demi-heure, hein, certainement pas. Parce qu'effectivement, si tu fais dans la demi-heure, bah, le mec il va se dire ouais, ok, elle fait ça avec tous les mecs. Donc, ça, c'est clair. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est si ça se fait le premier soir, bah, faire languir, faire mettre des petits stops, des choses comme ça pendant plusieurs heures. Tu joues avec le mec en fait. Tu vas jouer. Tu vas dire ah non, mais tu crois que je me déshabille un peu facilement comme ça, machin. Ah, mais machin. Et en fait, tu joues comme ça, mais tu mets pas une coupure, un marqueur de fin à l'ascension. Tu vois, tu rentres dans un jeu en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, ce qu'elles font, c'est elles coupent le truc, elles disent ah non, mais moi je t'ai dit que je cherche du sérieux, il se passera rien. Et là, boum, ça arrête frigidaire et il se passe plus rien. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est jouer. C'est-à-dire, tu restes avec le mec, mais tu vas jouer un peu avec son excitation, tu vas jouer avec ses émotions, tu vas faire ah ouais, ah, tu crois que je suis une chose à ça, mais non, mais peut-être pas, machin. Et tu joues comme ça. Et en fait, sur le coup, le mec, ça l'embête un peu parce que bah, lui, il a envie, donc tu le fais languir. Mais au fond, on adore ça en fait en tant que mec. On adore ça. On adore que notre femme joue sur notre excitation, sur notre émotion comme ça, parce que ça participe à faire monter la température. Et une Mhm. femme qui arrive à faire ça,
Mais le mec, elle le met à genoux, elle le revoit le lendemain, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Ok. Bon, tu sais que là, tout à l'heure, là, tu m'as parlé de ta meilleure amie. La manière dont tu m'en parles et quand tu m'expliquais l'art et la manière dont elle arrive aussi à rendre les hommes, entre guillemets, complètement dingues, moi, ça me donne envie d'interviewer. Je ne sais pas si elle a déjà fait des interviews, mais on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, Ça ça m'intéresse. m'étonnerait qu'elle accepte, mais je pourrais toujours lui proposer. Ok. Bah, écoute, en tout cas, voilà, de toute façon, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, pour rebondir sur la suite aussi, qui est liée justement au fait de garder un homme près de soi, et puis en plus, on avait spécifié sans peur d'être trompé. Quels sont pour toi les critères qui sont pour toi les plus importants, les plus essentiels, on va dire, pour qu'une femme puisse garder un homme et surtout que au-delà du désir, il y ait de l'amour qui se crée, il y a un lien qui se crée et une envie de construire ensemble. Ouais. Alors, plusieurs choses. On va commencer par une qui est assez importante. J'appelle ça la règle des 20%. Rien à voir avec la loi de Pareto, ce n'est pas la loi des 80-20. J'appelle ça la règle des 20%. Pourquoi? C'est-à-dire que pour ça, il faut comprendre, avant de te dire ce que c'est, je t'expliquerai rapidement comment fonctionne un homme. Un homme fonctionne on pourrait appeler ça en problème-solution. C'est-à-dire un homme a un problème, il va chercher à le résoudre, et une fois qu'il a résolu son problème, il passe à autre chose. C'est pour ça que dans la séduction, par exemple, il y a un certain nombre de mes clients qui me contactent quand ils ont un problème, ça ne va pas, ils n'ont pas de nana. Et une fois qu'ils sont en couple, ils se désintéressent complètement de la séduction et ils arrêtent de lire du contenu à ce sujet, ils arrêtent de se former, etc. Ce qui est évidemment une grosse erreur. Et ça fonctionne également comme ça avec les relations. C'est-à-dire que ce qui va garder addict un homme, c'est que sa femme soit quelque chose qui ne soit jamais complètement résolu. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la règle des 20%. C'est-à-dire que chaque femme doit avoir 20% de sa personnalité qui est incernable, qui est irrésolvable, qui est intrigante, qui est mystérieuse et qu'il n'arrive pas à comprendre. Des petits comportements, des petites choses, des éléments sur son passé que l'homme n'arrive pas à saisir, n'arrive pas à comprendre. Parce que pour l'avoir vécu, un homme se désintéresse très vite d'une femme dans la mesure où il l'a totalement cernée. Parce qu'elle ne représente plus un problème, parce que la solution a été trouvée, c'est-à-dire qu'il a rencontré une femme, il a fidélisé, tout va bien, il l'a cernée en totalité, c'est bon, je m'en intéresse plus. Et là, il va s'intéresser à autre chose. Et c'est comme ça que tu gardes indict un homme, c'est en ayant ces 20% d'incompris, qui fait que l'homme, il va perpétuellement chercher un petit peu comprendre, à essayer de cerner, de machin. Et en fait, c'est ça qui va faire que tu gardes l'attention d'un mec sur le long terme. C'est en gardant cette part d'incompris. Et c'est aussi ça qui rend incroyable un homme. C'est une petite partie mystérieuse de sa femme qu'il n'a jamais totalement compris et qui le rend accro finalement. Donc ça, ce serait un premier conseil que je peux donner. Qu'est-ce que ça t'évoque quand Eh bien, justement, j'allais dire, j'ai du mal à saisir le truc. En fait, je suis en train de me dire, ok, et en même temps, je te parle pour moi personnellement, je suis quelqu'un d'authentique et je me dis que, attends, si je dois essayer de garder une part de mystère, machin et tout, je trouve que ça, pour moi, ça complique le truc, c'est un casse-tête et j'ai du mal à visualiser qu'est-ce qui fait que tu peux garder un mystère pour garder ton mec. Tu vois, j'ai pas l'impression, moi, aujourd'hui, d'avoir une part mystérieuse, même si je sais qu'on en discute régulièrement avec mon compagnon, je peux rester des fois imprévisible à ses yeux et il peut y avoir de la surprise dans ma manière de réagir, mais en même temps, il n'y a rien de calculé, tu vois. Bah, l'authenticité, ça veut pas dire, tout dire. L'authenticité, c'est quand globalement tu es vrai, et c'est lié à la sincérité. La sincérité étant que ce que tu dis est vrai, ce qui est l'inverse du mensonge. Le mensonge, c'est quand tu dis un truc alors que c'est pas du tout ça. La sincérité, c'est tu dis un truc et c'est vrai. Mais être sincère, ça veut pas dire tout dire. Être sincère, être authentique, ça veut pas dire je vais te raconter tous mes secrets.
Ça veut pas dire je vais te raconter la grosse bêtise que j'ai fait quand j'avais 4 ans ou la fois où j'ai dit un truc très méchant à 17 ans ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas ça l'authenticité. Tu peux être authentique sans pour autant tout dire, tu vois. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et donc pour toi, il y aurait ce levier-là de garder une espèce de mystère pour qu'on ne soit pas complètement cerné, c'est ça? Bah, je te donne un exemple. Bah, déjà, il y a en termes de personnalité, mais il y a aussi en termes de ce que tu fais tous les jours. Je te donne un exemple. Imaginons, tu as une scène classique, tu es en couple, et donc je parle du point de vue masculin, et ta femme sort. Elle sort avec ses copines en bar, en boîte de nuit, ce que tu veux. Elle rentre à 4 heures du matin. Tu n'as absolument aucune idée de ce qu'elle a fait. Et là, tu as deux versions. Tu as la première version où la femme va tout te raconter dans les moindres détails, elle va te dire absolument tout ce qui s'est passé, tout dans les moindres détails. Et tu as l'autre version qui est la femme qui va te raconter des parties de la soirée, mais pas tout, qui va sous-entendre qu'elle s'est fait draguer, mais sans trop rentrer dans le détail, qui va sous-entendre des choses, qui va dire ah on est allé à tel endroit, on a fait ça, c'était cool, on est rentré, mais sans forcément tout dire. Alors évidemment, le mec va avoir envie d'en savoir plus. Et là, tu peux donner des petits éléments. Tu peux dire, bah oui, bah tiens, je me suis fait draguer là. Oh, il était mignon, mais toi, t'es mieux, machin et tout. Mais tu rentres pas dans le détail, tu vois. Tu laisses dans cette impression-là. Et en fait, faire ça, ça fait que tu vas rester un challenge aux yeux du mec. La dernière femme qui a partagé ma vie faisait exactement ça. Et ça marchait très, très bien. C'est-à-dire que elle me racontait qu'elle se faisait draguer, elle me racontait que les mecs étaient pas mal des fois, mais que j'étais mieux que blablabla. Mais elle rentrait pas tout à fait dans le détail. Et le signal que ça m'envoyait, c'était de me dire ah, bah, je sais que ma femme, elle plaît à d'autres mecs, bah, j'ai intérêt à être au top pour qu'on reste ensemble. Il faut que je continue à m'améliorer, que je travaille sur moi, que je lui fasse plaisir, des petits gâteaux, etc. C'est ça que ça veut dire. Alors que la nana qui va tout te dire dans les moindres détails, sous prétexte de ne rien cacher, qui est une bonne intention. Certes, c'est une bonne intention, sauf que ce qui se passe derrière, c'est qu'il n'y a absolument aucun mystère. Et en fait, l'homme s'en désintéresse progressivement. C'est ça la conséquence, en fait. Ok, donc moi, en tout cas, avec mes propres mots, je verrais plus ça dans le sens où ce que tu es en train de dire, c'est que quand il y a. En fait, c'est jouer aussi par rapport à ce levier de sécurité. C'est que si le Oui, mec sent qu'il est 100% sécurisé, qu'il sait tout de sa copine ou sa compagne et qu'il n'y a plus de mystère, de désir ou de pétillance, ça peut susciter le désintérêt. tout à fait. Ok, d'accord, je vois. Donc c'est vraiment garder ce truc de euh, une femme a le droit aussi à son jardin secret, à son intimité. Elle n'est pas Ah oui, obligée, totalement, elle est totalement. pas obligée c'est ça, elle n'est pas obligée de tout dire. C'est très Et bien le terme jardin secret, effectivement, c'est peut-être plus clair comme ça. Toute femme doit avoir son jardin secret et une partie ne doit jamais être dévoilée. Pas ok. totalement, en tout cas. Et ça permet, dans ce cas-là, dans ce que je comprends, de garder cette notion de euh, je ne suis pas acquise. Pas totalement. Et Ok, jamais totalement. c'est Parce ça. que si tu te montres totalement acquise et que tu dis en plus explicitement au mec, ah oui, je suis à toi toute la vie, machin, il n'y a rien de pire pour perdre l'intérêt d'un mec. Parce que du Mm. coup, à ce moment-là, tu cesses d'être un challenge et tu deviens un acquis. Et quand tu es un acquis, comme un homme raisonne en problème-solution, il va s'intéresser à un autre problème. Et un autre problème, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être sa carrière, ça peut être un objectif de vie quelconque, ça peut être autre chose, mais du coup, sa femme va disparaître du champ des challenges et des défis. Il va s'en désintéresser et c'est exactement comme ça que tu rentres dans la routine. La routine commence comme ça. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est le début. Je cerne mieux. Je cerne mieux ce que tu veux dire avec ce premier point. Alors ensuite, je reviens donc pour donner d'autres astuces, d'autres techniques pour garder un homme. Tiens, c'est un peu la base, mais je vais en parler rapidement quand même, parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 heures d'aujourd'hui. C'est arrêter de parler de votre passé et surtout de vos ex. Un homme ne veut rien savoir sur vos ex.
Et ça, c'est un petit piège que j'enseigne à mes clients pour apprendre à cerner une femme. C'est-à-dire, je dis toujours, de poser des questions de manière détournée à propos des ex à une femme pour voir comment elle va réagir. Et une femme normalement constituée, une femme bien dans sa peau, elle ne va pas en parler par politesse. Parce qu'elle va dire bah, j'ai pas envie de t'embêter avec ça, ça ne regarde que moi, etc. Ce qui est en fait un peu la réponse attendue inconsciemment par un homme. Alors que bah, celle qui m'a fait ça tout à l'heure, tout raconter dans les moindres détails, j'avais plus envie après. Et au-delà de ça, en fait, et je pense que c'est la même chose aussi pour les femmes, un homme aime se sentir incomparable. Le problème, c'est que quand tu vas parler de tes ex, tu vas le mettre dans une situation de comparaison. Et ça, les hommes n'aiment pas. Mais je pense que c'est exactement pareil pour les femmes. Je pense qu'en tant que femme, quand un homme te parle de ses ex, t'aimes pas trop. Tu trouves ça déplacé, surtout si c'est fait. Tu peux en parler, par exemple, je sais pas, après un an de couple, mais de façon surfacique. Par contre, il y a beaucoup de femmes, par transparence, par authenticité, qui vont parler de leurs ex dès le premier rendez-vous. Il n'y a rien de pire pour faire fuir un homme. Oui. Bah, après, tu vois, dans cette posture-là, moi, je me dis que quand quand tu parles d'un ex comme ça très rapidement, c'est souvent aussi le signe que le deuil n'est pas fait. Tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est sûr que quand tu fais une date ou que tu as envie de rentrer en relation avec une personne et que tu sens que le deuil de l'ex ou d'un des ex n'est pas fait, ça peut être un challenge pour la suite si la personne en plus n'a pas entamé de processus et n'a pas envie d'entamer de processus de deuil. Parce qu'en tout cas, ça Oui. peut amener une charge dans la relation. Oui. Il y en a. Tu as la même charge, mais légèrement différente en couple aussi. C'est-à-dire que la femme avec qui tu es et qui, de temps en temps, te parle de son ex, en fait, ça véhicule le message au mec que au fond d'elle, l'homme qui l'a vraiment marqué, c'est cet ex-là et pas celui avec qui il est. Parce que si l'homme avec qui elle était, il était si bien que ça, qu'il était numéro un, les ex, elle en parlerait même pas. Oui. Alors, là, d'un point de vue aussi, ou en tout cas d'expérience, c'est soit tu parles de l'ex parce que justement il y a un truc qui n'est pas encore fini, ou alors c'est parce qu'il t'a vraiment traumatisé aussi, tu vois. Il y a ça aussi. Ça peut être plusieurs causes, effectivement. Ouais, C'est vrai que c'est un gros sujet. Mais voilà, pour rester focus sur le sujet, on pourra en parler une autre fois si tu veux. ouais, ouais. Voilà, éviter de parler de ses ex, machin. Les ex, ça n'intéresse personne et ça a même tendance à Oui, faire fuir les gens. ça fait pas du bien en fait, ça n'aide pas. Oui, ça n'aide pas, effectivement. Ok. Ensuite, autre chose, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? De jouer sur le côté protecteur d'un homme. C'est-à-dire, je le vois souvent sur Internet, surtout en ce moment avec le courant féministe. Il y a beaucoup de personnes sur Internet ou d'articles, etc., qui disent aux femmes ouais, soyez fortes, montrez votre caractère, etc. Sauf que dire ça, c'est ignorer également ce qui fait qu'un homme aime être avec une femme. Ce que aime un homme également dans une relation, c'est son statut de protecteur. C'est-à-dire de sentir qu'il est là pour protéger, de sentir qu'il est là pour apporter de la sécurité. Et le problème des femmes qui ont trop de caractère ou qui ont trop confiance en elles, et j'en ai déjà rencontré pour l'avoir vécu, c'est que tu te sens inutile. Tu te sens complètement inutile parce que tu as l'impression d'être avec un autre mec. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Même soyez vulnérable. Parce que, en fait, quand tu fais ça, tu flattes déjà l'ego masculin qui aime se complaire dans son rôle de protecteur, mais en plus, tu le rends utile. C'est des trucs extrêmement bêtes, comme un exemple, quand tu vas au restaurant et que tu passes dans un quartier un peu malfamé, un peu bizarre, et que ta femme, elle est en talons, tailleur, mini-short, tout ce que tu veux, qu'elle est super apprêtée, super bien, tout ce que tu veux, et que la nana, elle te serre plus fort le bras en disant hein, vas-y, viens, machin, en mode protège-moi, en mode ah, les gens là, ils sont bizarres, protège-moi, et elle te serre un peu plus fort le bras et la main comme ça.
ça, c'est hyper flatteur pour un homme. Les hommes, on adore ça. Donc, j'ai déjà rencontré beaucoup de femmes qui trouvaient que c'était un défaut d'être vulnérable, qui disaient ouais, mais j'ai pas confiance en moi, machin. Je dis mais justement, tant mieux. Hmm. Garde cette vulnérabilité. C'est ce qui va nous rendre, en tant que mec, accro à toi, parce qu'on va se sentir utile, parce que ça flatte aussi notre ego, et parce qu'au fond, on aime ça. C'est un homme aime ça, parce que si on cherche des gens de confiance, je dis toujours ça en rigolant, mais c'est un peu vrai, si on cherche des gens de confiance, on a toujours nos collègues masculins. Mais on aime cette vulnérabilité chez les femmes. C'est quelque chose qu'on aime, Ouais. qu'on apprécie. Donc, il ne faut pas avoir peur de la montrer. Après, tu vois, dans ce que tu dis, moi, j'ai envie d'apporter une nuance. Parce que pour moi, c'est clair que être vulnérable, c'est un atout. Aussi bien homme que pour femme. La vulnérabilité, pour moi, c'est une nuance que j'enseigne à mes clientes. C'est déjà, il y a une différence entre être, être fragile ou être faible et être vulnérable. Pour moi, c'est deux choses qui sont complètement Oui. différentes. La vulnérabilité, c'est savoir exprimer ses émotions, exprimer que parfois on peut ressentir de la tristesse, de la frustration, de la peur et ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est OK, la vulnérabilité. Et dans ce que tu dis, j'ai envie de faire quand même une nuance parce que pour moi, vulnérabilité et confiance en soi, c'est des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai une belle confiance en moi. Alors, pas sur tous les plans, mais j'ai une belle confiance en moi. Mais en même temps, je sais être vulnérable, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a souvent aussi cette confusion où euh, une personne qui aurait trop confiance en elle, c'est une personne qui commencerait à devenir un petit peu hautaine, qui prendrait les gens de haut. Mais pas du tout. En général, moi, je pars du principe que les gens qui peuvent éventuellement exercer leur autorité, leur pouvoir sur les autres, c'est justement, en tout cas en sous-lecture, hein, un manque de confiance et d'estime de soi. Donc pour moi, Mm. une belle confiance en soi, c'est quelqu'un qui reste aligné et qui garde sa puissance, mais sans forcément l'utiliser sur les autres, tu vois. Ouais. Donc pour moi, en tout cas, les deux sont importants. Je comprends ce truc que tu dis dans le fait de un homme, il aime se sentir utile. Il aime sentir aussi qu'il peut protéger sa compagne, sa femme. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est juste, voilà, je voulais ajouter ces petites subtilités pour pas qu'il y ait de confusion non plus. Bah, Et tu peux tout à fait avoir confiance en toi, ça, c'est pas du tout un problème. Par contre, ce que tu peux tout à fait faire, et même je l'encourage, c'est avoir confiance en toi, mais de montrer des vulnérabilités. Par exemple, exact. je te donne un exemple type, très, très, très courant. Par exemple, tu reçois une armoire Ikea. Imaginons, tu habites avec quelqu'un. Tu reçois une armoire Ikea, et puis, je sais pas, toi, tu es au travail et ta femme, elle est rentrée avant toi, elle a reçu le colis, etc. Elle commence à démonter. Et tu arrives, machin. Et puis là, elle vient te voir, elle te fait je sais pas comment on fait pour la monter, tu peux le faire comme ça. Et en fait, c'est mignon, mais on aime ça parce qu'en fait, ça flatte notre ego. On se dit, c'est un aveu de vulnérabilité. Mais en fait, ça peut être fait par une femme qui a très confiance en elle et qui sait jouer justement sur cette fibre masculine. T'as pareil pour le robinet qui fuit. C'est très grand classique des couples. C'est la femme qui vient voir le mec et qui dit ah, chérie, le robinet qui fuit, tu veux pas le faire, s'il te plaît, comme ça. Puis là, le mec fait ah bon, allez, d'accord, machin, tout. Et il dit ça en râlant et tout, mais en fait, ça le flatte. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles pour les femmes qui, comme moi, adorent bricoler et sont des super bricoleuses? Je savais pas que t'aimais bricoler. Si, si, je suis quelqu'un de très manuel et je sais faire énormément de choses dans la maison. Et parfois, je savais faire plus de choses que mes Ouais. copains. Donc, comment Ah, faire? énorme ça. Bah, t'as tout à fait le droit de bricoler. Là, je t'ai pris cet exemple-là parce que c'est un très courant, voire même caricatural. Mais tu as tout à fait le droit de bricoler. Par contre, tu peux montrer de la vulnérabilité dans d'autres domaines. Oui, Ça oui. peut être, en général, les domaines techniques. Je sais pas, un autre exemple qui arrive assez souvent. Quand tu fais une conférence en ligne et que ça marche pas, tu vas voir ton chef, tu fais chérie, ça marche pas, je comprends pas, est-ce que tu peux m'aider?
Et puis là, le mec, il est content parce qu'il arrive en mode ouais, technicien d'intervention, tac, tac, tac. Ah, mais regarde, j'ai trouvé en 30 secondes. C'était le paramètre, il n'était pas réglé. Oh, voilà, me remercie pas, la technique, ça me connaît et tout. Et elle fait mais oui, mais heureusement que tu es là, machin et tout. Et en fait, ça flatte le mec de dire ça. Et Ok. ça peut être fait autant par des femmes qui n'ont pas du tout confiance en elles et qui le font parce qu'elles n'ont pas du tout confiance, comme ça peut être fait par une femme qui a très confiance en elle, mais qui a compris comment fonctionne l'homme et qui sait jouer avec ça, justement. Mm, mm. Tout à fait. C'est une question aussi de, comme tu dis, dans ce cas-là, et ça rentre aussi peut-être dans cette notion, parce que comme toi, tu es un spécialiste de la séduction aussi, Oui. ça reste aussi cette notion de comment entretenir la séduction et flatter son homme, en fait, dans la Bah relation. ouais. C'est avec des petites anecdotes comme ça que tu entretiens la séduction, en fait. Tu Ok. joues avec, tu vois. Puis après, quand c'est l'exemple du bricolage, bah, tu regardes, tu fais ah, t'es plutôt pas mal en bricoleur comme ça. Puis tu vois, tu flattes comme ça. Non, mais c'est des détails, mais en fait, c'est des détails qui font l'essence de la séduction. C'est ça, en fait, la séduction. Ouais. Alors, il y a quand même un truc aussi sur lequel je voulais venir, parce que là, on a parlé de pas mal, on va dire, de leviers intéressants pour garder son homme près de soi, ou en tout cas entretenir l'amour. Ouais, Euh, Après, on avait précisé dans le titre, sans risque d'être trompé. oui. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, un homme aurait envie d'aller voir une autre femme? Alors, pour moi, le premier truc, de loin le plus important, je vais te faire l'analogie avec la recherche d'appartement, pour appeler ça la technique de Stéphane Plaza. C'est que une femme, pour garder un homme, et surtout sans risquer d'être trompée, elle doit apprendre à devenir propriétaire de son corps et non plus locataire. Une femme qui est locataire de son corps, c'est une femme qui a des défauts, qui ne les assume pas, qui essaie de les cacher, qui se sent illégitime quelque part, qui a un sentiment de ne pas être bien en soi. Et une femme qui est propriétaire de son corps, et tu peux l'être même si tu as des défauts. Et là, je te renvoie avec l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la première nana qui était très bien, mais qui avait un corps bien plus joli que la deuxième, mais qui, elle, était pour le coup locataire de son corps, c'est-à-dire c'était très classique, elle était très passive, il n'y avait rien de vraiment transcendant. Et il y avait l'autre qui avait, je dis ça pour les femmes qui ont des formes, elle avait des formes, mais simplement la différence, c'est qu'elle était propriétaire, les assumait, et dans ses sous-vêtements, par exemple, eh ben, elle mettait des sous-vêtements qui sublimait ça en fait, qui la rendait sexy même si elle a des défauts. Et dans ses pratiques sexuelles, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire c'était une femme qui assumait à 2000% qui elle était et également le fait qu'elle aime le sexe et qui prenait totalement le contrôle de sa vie sexuelle en ce sens. Mhm. Et l'expérience était 1 milliard de fois mieux avec cette nana qu'avec la première. C'est pour ça que j'ai revu la deuxième que la première, alors que les deux, tu les mets dans la rue, tu demandes à des passants, ah, ça vous choque pas, il est parti avec la deuxième. Il n'y a personne qui va comprendre. Tu vas dire, attends, la première est quand même mieux, machin. Personne n'aurait compris si tu montes dans la rue. Pourtant, quand tu connais les détails, tu comprends. Et ça, ce sont des choses qui me sont arrivées de très nombreuses fois. Et pour moi, en couple, c'est ultra important que chaque femme devienne propriétaire de son corps, qu'elle s'assume même si elle a des défauts, parce que personne n'est parfait. On a tous des bourrelets, on a tous de la cellulite, on a tous les seins qui pendent un peu, on a tous plein de défauts comme ça. Là, j'ai parlé de ceux des femmes, mais chez les mecs, c'est pareil. On a tous un peu de bide, on a tous un peu de gras, que ce soit sur les fesses ou sur le ventre. On perd nos cheveux, il y a plein de complexes. Pourtant, le fait d'être propriétaire, c'est ce qui va faire que, bah, au lieu de faire, pareil, là je vais être très cru, au lieu de faire la planche le soir quand tu fais l'amour, c'est-à-dire au lieu de te mettre sur le dos à quatre pattes, dire bon allez, viens, et ben non mais elle rigole, mais ça m'est déjà arrivé, hein. Au lieu de faire ça, et ben tu vas t'assumer, tu vas jouer le jeu de la séduction et jouer le jeu du sexe. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à garder un homme à cause de ça. Mm. Bah, on en revient à cette notion aussi
et pour moi, un pilier fondamental aussi du couple, c'est déjà la confiance et l'estime de soi. Et là, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est d'être une femme qui est bien dans sa tête et qui est bien dans son corps. Donc, une femme qui s'aime et qui s'accepte et qui s'accueille. Après, c'est clair que la sexualité, c'est un sujet, je trouve, particulier. Hein. J'en ai déjà discuté de nombreuses fois avec mon partenaire, mais avec d'autres personnes. En fonction des cultures, on a un rapport au corps qui est assez différent. Et Oui, c'est vrai. avec les discussions que j'ai eues, j'ai compris à quel point aussi, apparemment, en France, il y avait quand même beaucoup de tabous et de cristallisation au niveau de la sexualité chez les Français et les Françaises, contrairement à d'autres cultures anglophones, culture latine, etc. Oui. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi de voir aussi que le rapport au corps n'est pas du tout le même en fonction de la culture et en fonction des pays. La France, on n'est apparemment pas très bien loti à ce niveau-là. Et après, dans ce que tu dis, Mike, c'est super intéressant de cultiver la confiance et l'estime de soi. Et après aussi, je trouve que c'est ça qui est de beau aussi dans la relation de couple, c'est que s'il n'y a pas une tout à fait bonne confiance ou estime de soi, ça peut passer aussi par le fait qu'en tant que partenaire, on est là aussi pour se valoriser et se faire du bien, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu vis les choses, si tu as toujours eu des partenaires qui étaient hyper confiantes au niveau de la sexualité ou si ça t'est arrivé d'être en couple avec des femmes qui pouvaient avoir, par exemple, je ne sais pas moi, comme tu dis, des défauts ou en tout cas, parce on n'a pas tous les mêmes critères, mais ce qui pourrait être considéré comme des défauts. Et puis ou en tout cas dans la relation, tu as su valoriser ta compagne et à un moment donné, elle a pris confiance aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est une question de confiance. Moi, je remarque aussi que c'est ça qui se construit dans la relation de couple, c'est que des fois, on n'a pas tout le temps confiance en nous dans tous les domaines. Et ce qui fait du bien aussi, c'est quand l'autre sait valoriser et sait mettre en confiance pour qu'on s'aime davantage. Oui, c'est aussi le rôle de l'autre c'est aussi le rôle de l'un de tirer l'autre vers le haut. Après, moi, je suis partagé sur cette question-là. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui pensent, et je pense que tu fais partie de ces personnes-là, qui pensent que tu peux aider à changer l'autre en lui donnant confiance, en le tirant vers le haut, etc., etc. Je suis très partagé sur cette question parce que, et là, je vais parler de la loi de Pareto. Ce que je pense, c'est que tu peux faire 80% d'efforts pour faire 20% de résultats. C'est-à-dire que tu peux faire un peu tout ce que tu veux pour tirer ta partenaire vers le haut. Elle va s'améliorer de 20%, mais fondamentalement, qui elle est au fond, ça ne changera pas tant que ça. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui n'aime pas fondamentalement le sexe, au fond d'elle-même, tu auras beau faire tout ce que tu peux pour lui faire prendre confiance ou lui faire aimer ça, elle fera un effort, mais ce ne sera pas pareil qu'une femme qui adore ça au fond d'elle-même et pour qui ça a toujours été ça. Mm. Enfin, sur ça, je suis ouvert au débat. C'est vraiment une opinion personnelle. Ouais. Bah, après, tu vois, moi, je suis pas partisane parce que c'est une des premières choses que j'enseigne et que je démontre comme croyance, c'est on ne peut pas changer l'autre. Mais par contre, on peut être source d'inspiration, on peut être un exemple pour inspirer le changement. Alors après, en fonction des typologies de chacun, c'est sûr que quelqu'un qui aime énormément le sexe et l'autre qui n'aime pas ça du tout, ça risque d'être compliqué. Et après, de toute façon, il y a tellement de nuances dans tout. Mais bien souvent aussi, j'ai l'impression que la sexualité peut s'améliorer à partir du moment où l'intimité grandit, la confiance grandit aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, ça dépend de chacun. Mais ça peut s'augmenter. Après, il y a aussi un autre facteur qui est très important, et sur ça, tu ne peux pas jouer dessus, c'est la compatibilité sexuelle. Et ça, je pense que tout le monde, toi, moi, ceux qui nous écoutent, l'ont vécu au moins une fois. Il y a des personnes, tu ne sais pas expliquer pourquoi, mais dès l'instant où tu as le premier baiser, où tu l'embrasses, tu ne sais pas pourquoi. Tu te sens totalement compatible de l'autre. Et au lit, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, tu as
tu sais pas l'expliquer. C'est compatibilité olfactive, compatibilité sexuelle, et là, tu n'as rien à faire et ça passe. Il y a d'autres personnes pour qui tu es attiré, mais où ça ne le fait pas. Tu ne sais pas expliquer pourquoi, parce que vous êtes trop différents, etc. Et tu auras beau faire des… Après, ça, c'est mon école de pensée, mais tu auras beau faire des efforts pour essayer de te rapprocher, machin, tu feras 80% d'efforts pour 20% de résultats. Donc, je pense aussi qu'il y a ce facteur qui est très important, qui est biologique, qui est chimique, qui est la compatibilité sexuelle et sur lequel tu ne peux pas décider. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que pour moi, c'est très important de ne pas retarder le moment où tu vas coucher sous prétexte que tu cherches de sérieux. Parce que sinon, tu as aussi l'effet, putain, j'ai attendu 3 semaines alors qu'en fait, on n'est pas compatible du tout. Et ça, tu le découvres qu'à la fin. Et quand ça t'arrive, mais tu as une déception de fou. Mais autant côté mec que côté nain, hein, c'est de deux parties. Et pour moi, avoir une compatibilité sexuelle, c'est hyper important. Ça ne fait pas tout, bien entendu, il ne faut pas être binaire. Mais c'est la fondation. C'est la fondation de ta maison, la maison étant le couple. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en considération où je dirais qu'il y a 3 voies, dans le sens où il y en a une, c'est que tu rencontres la personne et au niveau de la sexualité, ça match super bien, c'est fluide. Il y a l'autre opposé qui serait, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne le fait pas du tout et tu sens que ça ne va pas le faire du tout, même en faisant des efforts. Et puis, il peut y avoir aussi une voie du milieu où tu sens que ça match. C'est pas encore tout à fait fluide, mais c'est des choses qui peuvent venir parce que ça se cultive aussi avec le temps. Est-ce que tu serais d'accord Ouais. avec ça ou est-ce que tu aurais un autre point de vue, toi? Oui, mais il faut juste que les deux soient prêts à travailler sur ça, ce qui est loin d'être une habitude chez les gens. Sur ça, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut que les deux soient open pour travailler sur ça. Sinon, ça ne marche pas. Si on n'a qu'un des deux qui est open, l'autre, il va traîner les pieds et il va arrêter au bout d'un mois. Ouais. Et après ça, j'ai envie de dire, on rentre aussi dans mon domaine d'expertise qui est l'art de la communication. Parce que pour moi, je pars du principe que fondamentalement, quand tu aimes une personne et que tu as du désir pour elle, forcément, tu as envie de faire plaisir et tu as envie d'être bien avec l'autre. Mais Oui. après, en fonction de comment les choses vont être amenées, soit tu peux complètement braquer la personne, soit elle peut garder le cœur ouvert à la Oui. discussion. Et donc, c'est là toute la subtilité, mais après, on rentre encore dans un autre domaine. Et le but, c'est pas de s'éloigner parce que je crois que dans la thématique déjà qu'on a choisie, il pourrait y avoir 10 000 directions qui pourraient partir encore sur des interviews. Donc, Oh oui, alors on je peut en m'arrête. faire 30, 40 sans problème. Ouais. Donc, en tout cas, je trouve ça super intéressant, cette discussion. Je ne sais pas si toi, tu as envie de rajouter quelque chose, Mike, sur ce sujet-là. En tout cas, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points parce qu'on a abordé un peu sur ce qui se passe avant la relation, sur ce qui se passe ensuite pour garder un homme près de soi. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter? Ouais, il y en a peut-être un ou deux que je peux rajouter. Mhm. Il y en a un. Je vais le. Attends, c'était quoi le nom que j'ai trouvé pour ça? C'était. Ouais. Il y en a un, c'est ce que j'appelle l'effet Miss France. Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu sors en soirée dans des contextes sociaux avec ta femme et que ta femme se met sur son 31 pour te faire plaisir, pour toi, et elle sort comme ça avec toi. Pourquoi c'est extrêmement apprécié d'un homme? Parce que ce qui se passe dans le monde merveilleux des hommes, c'est qu'on est, quand tu te pointes en couple, tu es souvent jugé avec la femme qui t'accompagne. On pourra dire que c'est bien ou mal, mais c'est que ça se passe comme ça dans le monde des hommes. Et le truc, c'est que quand tu viens avec une belle femme qui est habillée sur son 31, qui est très féminine, tout ce que tu veux, d'office, même si les mecs ne te connaissent pas, tu vas être extrêmement bien vu sans avoir fait aucun effort. Et en fait, ce travail que fait une femme pour son homme en allant dans des soirées ensemble, et ben en fait, ça va renforcer la position sociale du mec et ça va aussi le flatter son ego parce que de manière indirecte, il va se prendre des compliments. C'est-à-dire, il y a toujours un ou deux mecs qui va dire ah ouais, ta femme elle est vraiment bien, c'est cool, etc. Et en faisant ça, en fait, tu donnes une énorme raison au mec de sortir avec sa nana. Parce qu'en fait, il va se dire, elle me valorise, je suis super bien vu, je suis vu en bonne compagnie. C'est la phrase être en bonne compagnie, elle vient de là. C'est-à-dire quand on dit ah cet homme il est en bonne compagnie,
Ben, on dit parce qu'il est avec une femme très apprêtée, très bien, très féminine à ses côtés. Et ça valorise le mec, en fait. Après, je pense que c'est un peu pareil aussi pour les femmes. C'est-à-dire quand tu as un mec et que tu t'habilles bien, etc., et qu'elle te présente à ses copines, par exemple, bah, tu es ultra valorisé après. Parce qu'après, la femme, elle va se prendre de toutes ses copines des compliments. Elle va dire, ah ouais, putain, ton mec, oh, il est bien, comment t'as fait, ah, machin et tout. Et ça, c'est un très bon moyen de solidifier le couple. Parce qu'en plus, là, pareil, c'est autre conseil que je peux donner, c'est quand tu vas sortir dans ce contexte comme ça, tu ne vas pas sortir en tant que deux individus qui sortent ensemble, mais en tant qu'entité couple. Tu vas former une entité. Et l'entité, ça va être un homme en belle compagnie et une femme avec un beau mec. Les deux valorisés, bien habillés, etc., qui sortent comme ça dans tes contextes sociaux. Et c'est comme ça qu'on va les désigner comme étant un beau couple, finalement. Quand on dit « Ah, les deux, là, c'est un beau couple », c'est pour ces raisons-là, entre autres, tu vois. Et quand tu fais ça, tu renforces ton entité couple. Et là, comme l'a dit Jean-Claude Van Damme, c'est pas 1 plus 1 égale 1. Là, c'est 1 plus 1 égale 11. C'est-à-dire c'est deux 1 qui sortent ensemble et qui donnent le chiffre 11, ce qui donne une énorme puissance, socialement parlant. Et c'est comme ça que tu renforces ton couple, que tu lui donnes aussi indirectement une raison d'exister. Et là, le mec, je peux te dire, il a carrément moins envie d'aller s'amuser avec d'autres nanas. Parce que s'il est ultra valorisé, qu'il se prend plein de compliments comme ça, bah, le mec, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Mm. Après, là, on en vient aussi à cette notion de pas considérer que l'autre est acquis, en fait. Oui, C'est ça, on aussi… en avait parlé tout à l'heure, je crois, de Ouais. mémoire. Ouais, tout à fait. On en a déjà parlé, mais pour moi, au final, le fond du fond, c'est revenir à ça, en fait. C'est Oui, c'est ça. revenir au fait que l'autre, même si tu es bien avec, c'est pas parce que tu te sens bien à côté qu'il faut considérer qu'il sera là tout le temps. Et donc, ça reste aussi l'art de séduire l'autre dans le couple, c'est-à-dire l'art de s'apprêter, de se rendre désirable, parce que aussi c'est appréciable de rester désiré. Donc c'est aussi, moi je considère que c'est déjà une considération pour soi-même dans le fait de s'entretenir, d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et puis c'est aussi une notion, je suppose, de considération aussi pour l'autre. Oui, c'est vrai que si on devait retenir un conseil, ce serait peut-être celui-là. C'est homme comme femme, c'est de jamais, jamais, jamais se montrer acquis. Sinon, c'est un pied dans la routine directe et on sait comment ça se passe en général après. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples finalement qui ne durent pas à cause de ça en fait. Parce que tu es en couple, tu coches une case, tu dis c'est bon, problème relationnel résolu, je m'intéresse à autre chose. Sous-entendu, je me désintéresse de mon ou ma partenaire. Et c'est comme ça que ton couple, ça devient soit une relation par défaut ou la routine ou autre. Mais ça, malheureusement, il y en a beaucoup, des gens qui Ouais. font ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un facteur vraiment à prendre en compte parce que le nombre de fois où j'ai entendu aussi des femmes qui me disaient Aurélie, je me suis à un moment donné oubliée, perdue dans la relation. Souvent, des fois, par justement aussi passer, en tout cas mettre son focus en priorité sur l'autre ou les autres plutôt que soi. Donc, pour moi, un fondamental aussi dans le fait, et on en revient encore à ce fondamental qu'on a élaboré tout à l'heure, c'est aussi la confiance et l'estime de soi aussi quand on rentre dans la relation pour éviter justement ce genre de perdition. Aussi. Et même si on n'est pas parfait, ça, tu le fais sans doute déjà, mais c'est un truc, Aurélie, que tu peux dire à toutes tes clientes, parce que si toutes les femmes étaient comme ça, ce serait top. C'est personne n'est parfait. C'est même si vous avez des rondeurs, même si vous avez des vergetures, des trucs comme ça, assumez-vous. C'est-à-dire, une nana, même si elle n'est pas imparfaite, elle a le droit de s'habiller en Victoria's Secret. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est être propriétaire de son corps, tu vois. Être propriétaire, c'est je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ose m'habiller sexy. Ok, j'ai des formes, mais je m'en fous. Je vais te sortir la putain de tenue sexy et t'inquiète pas que lui, là, il va pas dormir de la nuit. Et c'est super important, en fait, de faire ça. Parce que c'est comme ça que tu auras un croix mec, en fait. Mmh. Ok. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier truc ou est-ce qu'on s'arrête là? Parce que là, je me dis, sinon, on est parti encore pour des heures, quoi.
Non, je pense qu'on a déjà donné pas mal de trucs. Déjà, honnêtement, si tout le monde, et pas que pour les femmes, hein, aussi pour les hommes, hein, encore une fois, si tout le monde appliquait juste un ou deux de choses de tout ce qu'on s'est dit, enfin déjà, ça irait beaucoup mieux, hein, soit dans les couples ou les relations. Hmm. Bah, écoute, ce que je te propose pour clôturer, c'est qu'on se fasse un petit récap aussi de tout ce qu'on s'est échangé. Ouais, alors je suis pas sûr de me rappeler de tout, par contre. Ok, alors je vais t'aider, mais en tout cas, Je sais pas si tu as pris des notes ou pas. non, j'ai pas pris des notes, mais en tout cas, dans les choses que moi je retiens, il y a le fait que c'est important en tout cas, au moment de la rencontre et de la séduction, que ça sert à rien finalement de faire trop patienter le gars, qu'on veuille du sérieux ou pas, parce que de toute façon, d'un point de vue sexuel, c'est ça match ou ça match pas, et il y a des choses qui sont pas Tout à explicables. fait. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte, que la sexualité, il y a aussi une alchimie et il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Ça le fait ou ça le fait pas. Ouais. Euh, Éviter l'effet que j'avais dit, tout ça pour ça, c'est-à-dire ouais, tout faire ça pour porter ça. le mec pour qu'in fine, il se rende compte qu'en fait, c'est pas top. Et là, le mec, il a juste envie de disparaître. Ouais. Éviter de parler des ex, des anciennes relations, des blessures du passé, des trucs comme ça. Surtout pas en début de relation, en tout cas. Après, tu peux en parler un petit peu, mais pas trop. Ouais, parce que ça, Les mecs ça n'ont pas peut envie être de. un truc qui fait fuir direct. Bah oui, parce qu'on n'a pas envie d'être comparé. Si tu parles de Ouais, tes ex, ça veut dire que tu es comparable. On déteste ça. ouais. Et les femmes aussi, d'ailleurs. Bah oui, oui, bah, c'est dans les deux sens, hein. Oui, Après, il y avait ce truc aussi où tu parlais de c'est bien d'avoir confiance, mais c'est aussi bien d'être vulnérable face à oui, son homme pour qu'il puisse sentir, en tout cas, qu'il a aussi ce rôle protecteur de prendre soin de la femme qu'il aime. oui, pour qu'il se sente utile et aussi pour flatter son ego. Ok. Il y a le fait aussi qu'on parlait de pouvoir s'assumer. Tu parlais c'était marrant cette métaphore, d'être soit locataire de son corps ou d'être Ouais, d'être propriétaire. propriétaire ou locataire de son corps, ouais. Ouais. Donc c'est peu importe euh, si on a des rondeurs ou des imperfections, l'important c'est vraiment de s'aimer et d'être bien et de s'accepter tel qu'on est et d'assumer qui on est, Oui, tant sur le plan physique que sur le je plan mets juste sexuel. une parenthèse. S'assumer, ça veut pas dire, parce que ça, il y a aussi l'autre extrême qui est pris souvent. S'assumer, ça veut pas dire je change rien, je suis comme je suis, et si t'aimes pas, dégage, quoi. Ça, c'est un peu ce que c'est vrai que j'ai pas précisé. Moi, je suis originaire du sud de la France. Ça, c'est la mentalité marseillaise. Mentalité marseillaise, c'est, je te le fais avec la voix, c'est je suis comme je suis, on m'aime ou on me déteste, moi, je suis authentique, moi, j'ai mes valeurs. Et si tu aimes pas, eh bien, écoute, eh ben, il y a plein de nanas dehors, eh ben, dégage, t'es pas pour moi. Ça, c'est la mentalité des femmes marseillaises. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, s'assumer, ça veut pas dire je ne change pas. S'assumer, ça veut dire j'ai des défauts. Par exemple, si tu as des imperfections au niveau du corps, tu as le droit d'aller à la salle de sport. Toujours est-il qu'à la salle de sport, tu seras quand même imparfait. Mais s'assumer, ça veut pas dire je ne fais rien. Faut faire attention à ça. Oui, de toute façon, pour moi, je pars du principe que quelqu'un qui s'assume, c'est aussi quelqu'un qui s'aime, tu vois, même s'il y a des Oui, rondeurs, s'assumer, c'est aussi avoir fait ce travail, mais de pleine acceptation de s'aimer soi-même. oui, Ok. Donc, on avait parlé de ça, et puis on avait parlé aussi du fait de ne pas considérer que l'autre est acquis, et donc oui, de rester aussi dans cette notion de séduction, de savoir s'apprêter, parce que tu parlais que pour les hommes, il y a aussi l'entité couple, mais il y a aussi l'entité couple à l'extérieur, et qu'il y a une notion aussi un peu de, je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, c'est aussi le jeu social de se dire, ben voilà, c'est toujours flatteur pour l'ego de se dire que mes collègues de boulot, mes potes, ma famille vont me voir aux côtés d'une belle femme. oui, les féministes France. Mhm. Ok, Et il y avait la règle des 20%, c'est-à-dire garder 20% de votre vie, de votre personnalité, votre jardin secret. Voilà, c'était ça le mot que tu avais ouais, utilisé, qui était très bien. Gardez 20% de jardin secret dans ce que vous faites, dans votre passé, dans tout. Parce que pour rester, aux yeux du mec, un problème qui n'est pas totalement résolu. ouais, tout à fait. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses.
Si toi qui nous regardes, tu as envie aussi de poser des questions, parce que je pense que ce qu'on a échangé, Mike, ça peut aussi soulever pas mal de questions. Donc, il y a la possibilité de poser vos questions en commentaire. Et puis, moi, ce que je mettrais aussi, en tout cas en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo, c'est aussi, toi, comment on peut te contacter, Mike? Parce que, alors, on peut taper Dragueur de Paris, c'est ça, sur Pas Internet? m'appeler Mac, mais c'est mon petit surnom, Mike le dragueur de Paris. Mike le Parce Dragueur. que le site s'appelle dragueurdeparis.com. Voilà. Et le site s'appelle dragueurdeparis.com. De toute façon, je mettrai ça tout en référence en dessous de la vidéo. Et puis, écoute, je te remercie, Mike, pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant, qui rebondit sur plein d'autres sujets. Mais en tout cas, je te remercie pour cette interview. Merci à toi également, Rolly. Au plaisir de refaire une interview sur ces sujets passionnants avec toi. Ouais, ok, merci. Je te souhaite une très belle soirée et puis belle journée à toi qui nous regarde aussi. Bye bye. Pareillement, à plus.